Bien, je vous propose de commencer. Bonjour, bienvenue. Merci d'être présente à cette première leçon du cycle de conférences de cette année sur les maladies, la microbiologie et la maladie infectieuse. Je vous remercie d'avoir bravé la froidure, mais les locaux du collège sont généralement bien chauffés, donc vous devriez vous y retrouver en fait. Donc je voulais vous dire un certain nombre de choses par rapport à l'enseignement de cette année. Tout d'abord, je me suis permis de façon très peu démocratique de changer le jour et de passer du jeudi au mercredi pour une raison très pratique, c'est que les leçons inaugurales du Collège de France sont le jeudi à 18 h et que dans les périodes d'enseignement, je ratais systématiquement toutes les leçons inaugurales de mes collègues, ce qui m'ennuyait beaucoup. Donc je me suis permis de transférer à la même heure le mercredi, c'est la seule et unique raison de ce changement. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que finalement, jusqu'à présent, depuis 4 ans, j'ai fait des cours qui étaient, disons, essentiellement mécanistiques par rapport finalement à la compréhension des microbes en interface avec l'autre, en particulier avec l'homme. On a parlé beaucoup dans la première série de leçons de finalement qu'est-ce que c'est qu'un pathogène, à la fois sur le plan génétique et moléculaire. La deuxième année, on avait parlé de symbiose dans différents modèles expérimentaux, depuis des organismes très primitifs jusqu'aux mammifères supérieurs, jusqu'à l'homme. La troisième année, on avait parlé de passage de barrières, c'est-à-dire comment les micro-organismes sont capables de sauter les grandes barrières intestinales, respiratoires, hémato-encéphaliques. Et l'année dernière, pour celles et ceux qui étaient présents, on a parlé finalement de ce qui est tout ce processus d'immunomanipulation, c'est-à-dire comment les bactéries, les virus sont susceptibles d'assurer véritablement la subversion des cellules de l'hôte, que ce soit d'ailleurs les cellules des barrières, des épithéliums, mais aussi les cellules du système immunitaire. Donc ce cycle, finalement, si on peut appeler ça un cycle, a permis de couvrir ce que sont finalement, je dirais, les grands aspects modernes de l'étude des maladies infectieuses, avec surtout, j'espère, l'élément important qui est l'évidence que la microbiologie est une science d'interface, c'est-à-dire que tous ces travaux sont nés en fait de l'interface entre microbiologie, biologie cellulaire, microbiologie, immunologie, microbiologie maintenant, biologie du développement, donc tout ça, j'espère, a été illustré. Donc je me suis dit qu'avant de repartir dans un cycle peut-être un petit peu différent, en tout cas mis à jour, je pense que l'année prochaine je reprendrai le thème des symbioses parce que c'est un domaine qui se développe à très très grande vitesse. J'essaierai de faire un petit break entre guillemets et de vous parler finalement d'aspects peut-être un petit peu plus sociétaux des maladies infectieuses. Alors je vais m'exposer un peu plus dans ce domaine parce que ce n'est pas vraiment mon domaine de recherche fondamental. J'y suis exposé du fait de mes travaux sur le développement de vaccins, par exemple, contre les infections entériques, pour avoir présidé pendant plusieurs années un comité de pilotage à l'OMS. Mais disons que ce que je vais essayer de faire pour l'essentiel, c'est de vous mettre un petit peu les choses en perspective et vous apporter des informations qui vous permettent de mieux évaluer, en particulier le poids en santé publique des maladies infectieuses. Alors pour essayer de ne pas faire quelque chose de trop scolaire, j'ai essayé pour cette année de donner un peu un thème à cette approche des maladies infectieuses, finalement de leur épidémiologie, de leur poids en santé publique, qui était de la prendre sous l'angle des inégalités. Alors quand on y réfléchit, finalement, il y a 3 grands types d'inégalités qui vont nous amener à être plus ou moins sensibles aux maladies infectieuses et à être plus ou moins concernés par la maladie infectieuse. Le premier, c'est celui qu'on va développer bien entendu aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne les inégalités, disons, sociales, socio-économiques, éventuellement géographiques, mais les deux sont le plus généralement liés. Et le thème, bien entendu, c'est celui de la misère et de la pauvreté comme facteur de risque des maladies infectieuses. Et on va voir à quel point tout ça impacte véritablement sur la santé, en particulier dans les pays, dans les régions qui sont concernées. Il y a un deuxième thème important dans l'inégalité, c'est celui de l'âge. Il est clair que lorsqu'on regarde les courbes d'incidence de maladies infectieuses, on a un pic dans les premiers mois ou premières années de la vie, et puis un deuxième pic qui finalement redémarre à partir de ce qu'on appelle classiquement la vieillesse, c'est-à-dire à partir de 65 ans. Et ces deux situations sont bien entendu des situations dans lesquelles, dans le premier cas, le système immunitaire n'est pas encore suffisamment en place,
ce qui va expliquer la sensibilité. Et malheureusement, pour ce qui concerne la vieillesse, le système immunitaire, vous le savez, se dégrade, d'ailleurs assez rapidement, mais l'accélération est très nette dans les périodes que j'ai mentionnées, et bien entendu crée, du fait du vieillissement de la population, un groupe de sujets de plus en plus important qui va être plus sensible aux infections. Et puis le troisième aspect qu'on traitera aussi est l'aspect génétique. On sait maintenant, depuis un certain nombre d'années, qu'il existe des déficits génétiquement acquis qui vont nous rendre susceptibles, c'est un anglicisme, disons sensibles ou ultra-sensibles aux maladies infectieuses, ce qui pose bien entendu un problème de santé publique, même si ces maladies sont relativement rares, mais disons leur prise en charge est complexe et souvent très chère, mais qui aussi a finalement l'intérêt de nous guider dans une certaine mesure dans une meilleure compréhension du système immunitaire, puisque ces mutations humaines permettent de mieux comprendre les mécanismes à la fois de développement et de réponse du système immunitaire aux agents infectieux. Donc on essaiera d'intégrer ces trois éléments. Je vais souvent me mettre un petit peu en recul ou en retrait par rapport à des invités qui vont nous faire des séminaires qui vont illustrer ces différents thèmes, à la fois sur les inégalités sociales, sur l'âge. Vous avez vu que dans les séminaires, on aura un sur maladies infectieuses des personnes âgées, un autre sur pourquoi les nourrissons sont plus sensibles aux maladies infectieuses que je viens de mentionner, et aussi éventuellement moins bons répondeurs aux vaccins. Et puis on aura quelque chose sur la tuberculose, qui est un petit peu le cœur du débat, dans la mesure où la tuberculose a à la fois des paramètres dans sa survenue de génétique de l'hôte, des paramètres bien entendu socio-économiques. Donc c'est tout un domaine qui intègre un petit peu les différents éléments dont je vous ai parlé. On parlera aussi d'antibiotiques, et en particulier sans doute de la crise de la résistance et de la multirésistance, qui a aussi ses sources. On en reviendra à cette occasion-là dans les éléments de pauvreté, d'émergence, pauvreté parce que traitement insuffisant égale survenue de résistance, émergence parce que l'émergence économique met sur le marché beaucoup d'antibiotiques qui, s'ils sont mal utilisés, vont créer des résistances. Donc on a toute une situation intriquée qui fait que finalement les maladies infectieuses sont des pathologies qui sont vraiment en prise directe avec la société. Et puis on terminera avec des séminaires qui porteront essentiellement, encore une fois, sur des aspects socio-économiques et en particulier sur les différences nord-sud dans la prise en compte à la fois des thérapeutiques et de l'épidémiologie, et de cette fameuse finalement espoir que sont les objectifs du troisième millénaire qui pour l'instant sont loin malheureusement d'être remplis pour un certain nombre de pays en voie de développement. Donc tout ça tentera de faire quelque chose de relativement, je dirais, intégré et homogène sur ce thème de l'inégalité devant les maladies infectieuses. Donc ma première présentation sera suivie d'un séminaire qui sera donné par Anne-Marie Moulin. Je ne l'ai pas encore vue, mais je vous la présenterai. Elle est là, parfait. Bonjour Anne-Marie. Donc je vous présenterai Anne-Marie Moulin, qui est quelqu'un d'assez d'exceptionnel, puisqu'elle est à la fois historienne, philosophe et médecin et spécialiste de maladies infectieuses et tropicales. Excusez du peu. Et elle a eu la gentillesse de venir finalement faire un séminaire sur les domaines qu'on va traiter ici, c'est-à-dire véritablement une mise en perspective des maladies infectieuses, la vaccination et leur prévention. Vous verrez tout ça tout à l'heure, je vous la présenterai. Donc en quelques mots, je voudrais un peu vous introduire le sujet. Ce domaine finalement de l'interface ou l'interaction pauvreté-maladie infectieuse va m'amener à voir un certain nombre d'aspects. Il y aura beaucoup de chiffres, j'en suis désolé à l'avance, mais prenez-les tels qu'ils sont. C'est-à-dire prenez essentiellement l'impact qu'ils vont vous faire percevoir et dans l'importance finalement du poids de ces maladies sur les sociétés humaines. Maintenant, je suis désolé si vous trouvez que je vous finalement submerge avec trop d'éléments ou de statistiques. Voilà. Donc, les maladies infectieuses, la pauvreté,
je voudrais insister beaucoup dans cette présentation sur l'enfant, sur la pédiatrie, et avec deux illustrations qui concerneront les infections entériques et les infections respiratoires aiguës. Donc, comme vous le savez sans doute, c'est dit et redit à chaque conférence sur les maladies infectieuses, la première cause d'inégalité devant les maladies infectieuses, c'est bien entendu la pauvreté. Et la pauvreté, elle s'exprime au mieux, malheureusement, dans ce qu'il est convenu d'appeler le tiers-monde ou les pays en voie de développement. En fait, 90%, voire plus, des maladies infectieuses et tropicales surviennent dans des environnements de pays défavorisés. Alors, il y a des données globales sur finalement les maladies qui prédominent dans ces situations de pauvreté dans les pays en voie de développement. Il y a ce qu'on appelle un peu vulgairement les Big Three, c'est-à-dire le paludisme, la tuberculose, l'infection par le VIH, le sida, on y reviendra. Il y a ce thème qui a émergé à très bon escient ces dernières années de maladies tropicales négligées, qui a permis de finalement donner un éclairage, je dirais, relativement brutal sur le fait que de nombreuses maladies, en particulier des maladies parasitaires, étaient finalement relativement ignorées et peu prises en compte à la fois pour ce qui concerne l'épidémiologie, la thérapeutique et la vaccination. Donc tout ça a été certainement un élément important. Finalement, on a vu véritablement, et ça je l'ai vécu à l'OMS en particulier, le fait que à un moment donné, une coalition d'individus, d'experts, de spécialistes, de médecins, de scientifiques s'intéresse, d'épidémiologistes en particulier, s'intéresse à une maladie, donne des chiffres, et ces chiffres d'un seul coup bousculent un peu les idées reçues et font réaliser effectivement qu'une maladie joue un rôle important. Je me souviens avoir vécu la période tuberculose à la fin des années 80, début des années 90, où d'un seul coup on s'est aperçu que finalement la tuberculose était la première cause de maladie infectieuse sur la planète liée à un micro-organisme particulier qui est Mycobacterium tuberculosis. Et du fait d'avoir réalisé l'existence de ce problème et son ampleur, a très rapidement mobilisé un certain nombre de structures, à la fois publiques et privées, pour financer, orienter les recherches sur la tuberculose. Et de là est né très rapidement une espèce de mouvement extrêmement actif sur le sujet. La même chose ensuite pour le paludisme et bien entendu pour le sida, mais la tuberculose a vraiment été très très caractéristique de cette situation, la nécessité vraiment de donner un coup de projecteur sur une maladie pour enclencher les réactions, si je puis dire, nécessaires des diverses instances. Et même chose bien entendu pour les maladies tropicales négligées, on y reviendra. Il y a un point un peu intermédiaire que je voulais vous mentionner parce que je pense qu'il faut véritablement s'y intéresser et peut-être sans doute faire un petit peu plus d'études à la fois épidémiologiques et mécanistiques sur le sujet. C'est le fait que, certes, on est en présence d'une population de la planète qui, pour une grande part d'entre elles, vit dans des conditions extrêmement défavorisées, dans des conditions de pauvreté, voire de misère. Donc là, on parle de tiers-monde. Mais on a tout de même un certain nombre de situations actuelles dans le cadre en fait, de la globalisation de l'économie en fait, qui font que des pays émergent. Et c'est le cas, par exemple, bien entendu, en Amérique du Sud, au Brésil et d'autres. C'est le cas en Asie, en particulier la Chine, l'Inde. Et ce qui est intéressant, c'est de voir finalement ce que cette émergence économique sociale dans la foulée, peut-être un petit peu plus lentement, rapide, amène sur le profil général de maladies infectieuses. C'est-à-dire cette période de transition depuis le sous-développement jusqu'au développement économique, qu'est-ce qu'elle apporte en bien? Évidemment, elle apporte l'hygiène et donc la disparition d'un certain nombre de maladies. On a vu par exemple au Chili, dès qu'on a mis en place des systèmes de distribution d'eau potable et le tout à l'égout, les maladies entériques ont disparu totalement de toutes les zones périphériques de la ville de Santiago. Il y a des études épidémiologiques tout à fait précises là-dessus. Encore qu'on voit en ce moment la typhoïde revenir pour des raisons qui ne sont pas tout à fait claires. Mais globalement, on a vu ces pathologies disparaître. Mais en même temps, on voit apparaître des pathologies, et je vous parlais rapidement de la problématique des résistances aux antibiotiques. On en reparlera dans une session dédiée. On voit, sans vouloir stigmatiser aucun pays, que des pays émergents utilisent des antibiotiques qui sont en règle générale d'ailleurs en vente libre
sans aucun contrôle. Et cette situation est en train de générer la survenue de mécanismes de résistance, c'est-à-dire de sélectionner et d'aider à l'amplification de mécanismes de résistance qui posent véritablement problème. C'est par exemple les carbapénémases dans les souches de Klebsiella, qui, du fait de la globalisation, du fait des transports, sont à nos frontières et arrivent très très rapidement chez nous et commencent à poser des vrais problèmes infectieux, parfois insolubles, du fait de ces résistances. Donc on a dans ce monde émergent économiquement une transition qui, je trouve, est insuffisamment étudiée, en particulier pour, je dirais, ses conséquences néfastes sur la génération de situations complexes comme la multirésistance aux antibiotiques. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, on en dira deux mots, c'est qu'on parle du tiers-monde, on parle des populations d'Afrique ou d'Asie du Sud-Est, mais il ne faut pas oublier que le tiers-monde est chez nous aussi, on l'appelle même le quart-monde. Nos pays industrialisés, les États-Unis en particulier, l'Europe, connaissent une fracture sociale qui s'accentue actuellement. Pas rentrer dans les détails, vous en entendez parler toute la journée. Et il est bien évident que la constitution de cette frange de population en grande détresse est un facteur évident de survenue de maladies infectieuses, et on en dira quelques mots, en particulier sous l'angle pédiatrique. La dernière chose que je voudrais vous mentionner dans cette présentation, c'est qu'en réalité, on a parlé des grandes pathologies dans les pays, dans les zones défavorisées, paludisme, tuberculose, VIH, les maladies tropicales négligées. Mais en fait, si on reprend les choses sous un angle un petit peu différent, c'est-à-dire si on stratifie un petit peu différemment les choses et qu'on considère les enfants, et en particulier les nourrissons, la population pédiatrique, les enfants de moins de 5 ans, on s'aperçoit que les priorités en matière de maladies infectieuses sont complètement différentes. Et qu'au fond, ce n'est pas finalement le paludisme, la tuberculose ou le sida qui prédominent en termes de préoccupation de santé publique dans ces populations-là. Ce sont des maladies, je dirais presque beaucoup plus classiques, comme les infections respiratoires aiguës, la pneumonie et les infections entériques. Et c'est là-dessus que je voudrais insister un petit peu, parce que ce sont des domaines, en particulier dans les infections entériques, où émerge véritablement une nouvelle pathologie du fait de la prise en charge mieux effectuée, même dans les régions à risque, qui diminue considérablement la mortalité, mais où la morbidité, du fait de la survie de ces enfants, s'accompagne de l'émergence de nouvelles pathologies qui impactent considérablement sur le développement de l'enfant. Donc ça, ce sont des nouveaux angles qui me paraissent intéressants à prendre en considération. Et pour insister sur le fait que finalement, dans notre vision souvent globale des maladies infectieuses, on oublie un petit peu facilement que finalement l'être le plus vulnérable aux agents infectieux, c'est l'enfant, en particulier le nourrisson, et je pense que c'est une thématique qui est en train de se développer et qui se développera de plus en plus avec en particulier des aspects extrêmement fondamentaux comme l'épigénétique et finalement l'impact, l'imprinting prolongé de certaines situations sur le développement d'un enfant. Il devient clair, pour nous c'est évident pour les pathologies entériques, que la survenue successive, récurrente d'infections entériques graves va donner lieu, et je vous en parlerai, ça fait partie de ces nouvelles pathologies, je dirais, à des retards staturopondéraux, à des retards psychomoteurs chez l'enfant, qui passaient inaperçus parce que finalement on ne les étudiait pas, et qui, quand on commence à les étudier, donnent des approches et des résultats qui sont un petit peu effrayants. Donc il y a tout un domaine qui s'ouvre sur l'impact des maladies infectieuses à l'âge précoce de la vie et ses conséquences sur le développement de l'enfant, qui va devenir un thème extrêmement important à prendre en considération. Alors, puisqu'on parle d'enfants, je vous prends juste quelques chiffres que je trouve à la fois formidables et un petit peu terrifiants pour certains d'entre eux. 1950, en France, on avait chaque année environ une centaine de personnes qui mouraient de diphtérie, une cinquantaine qui mouraient de tétanos, une dizaine qui mouraient de poliomyélite, mais on ne parle pas de ceux qui ne mouraient pas et qui restaient handicapés pour le restant de leur jour. 1 millier de morts de tuberculose et une cinquantaine de morts de coqueluche, c'est probablement relativement sous-estimé parce que, disons que l'épidémiologie et la santé publique dans les années 50 en France, ce n'était pas encore au stade où elle est à l'heure actuelle. En 2000, bien entendu, avec le succès de la vaccination, plus de diphtérie, plus de décès, en tout cas de diphtérie, et plus de cas de diphtérie,
plus de cas de tétanos, plus de polio, beaucoup moins de tuberculose, uniquement le BCG, probablement aussi l'amélioration de l'hygiène, les traitements qui empêchent la diffusion de mycobactéries, et quasiment pas de mortalité en rapport avec la coqueluche. Avec un petit caveat, puisque, ce n'est pas sur cette diapositive, mais j'avais parlé l'année dernière du problème de la rougeole et de la résurgence de la rougeole en France, on pourra en reparler si vous le désirez, qui porte son poids de quelques décès, ce qui est absolument inacceptable. Ce qui est le plus important, je dirais, et qui montre un petit peu cette espèce de fossé finalement en matière de développement et de maladies infectieuses, c'est vous regardez la mortalité infantile, c'est-à-dire la mortalité avant l'âge de 5 ans. En France, en 1900, elle est de 264 pour 1000, c'est-à-dire que presque 2 enfants sur 10 meurent dans les 5 premières années de la vie, ce qui était quelque chose de finalement quotidien et auquel les populations, au fond, de façon un peu fataliste, s'étaient habituées. En 2000, la France a encore la chance, j'espère que les problèmes socio-économiques qu'on vit à l'heure actuelle ne vont pas faire dégrader ces chiffres, d'être parmi les pays au monde qui ont la plus faible mortalité infantile de l'ordre de 5 pour 1000. Et ça, c'est un chiffre qui semble presque incompressible, encore que. Mais si on regarde les chiffres qui sont dans ces colonnes au-dessous, on s'aperçoit que la mortalité infantile globale dans le monde est de 83 pour 1000. Dans les pays en voie de développement, elle est de 91 pour 1000. Et en Tanzanie, elle est de 165 pour 1000. C'est-à-dire qu'en l'an 2000, et les choses ont probablement très peu changé depuis lors, parce que la situation économique de ces pays s'est guère améliorée, ni sociale d'ailleurs, on est en Tanzanie en 2000 avec une mortalité infantile qui est équivalente à la mortalité infantile de la France en 1900. Et pour l'Angola, vous voyez les chiffres, c'est quand même relativement terrifiant. Donc on reste, du fait de la pauvreté et du sous-développement, dans une situation par rapport à la population d'enfants qui est celle qui était finalement la France il y a un siècle, voire un peu plus. Et quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit que le nombre de décès d'enfants dans le monde, et la plupart des décès des enfants sont liés à des maladies infectieuses, en 1960 était ce qui vous est montré ici, c'est-à-dire 18 millions par an, dont 2,3 millions en Afrique subsaharienne. Vous voyez que la bonne nouvelle, c'est qu'en l'an 2000, la mortalité infantile a considérablement décru, mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'en Afrique subsaharienne, elle a quasiment doublé. Donc on est vraiment dans une situation là de crise qu'on aimerait bien un jour ou l'autre voir se résoudre. Alors, je vous avais dit qu'il y aurait des chiffres. Encore une fois, toutes mes excuses, mais je pense qu'il faut peut-être enfoncer, si je puis dire, quelques clous dans tout ça. Au fond, on parle de maladies infectieuses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 17 millions de décès chaque année sur l'ensemble de la planète, dont 9 à 10 millions sont des enfants. Donc un poids de santé publique, on y reviendra rapidement, très très important. C'est finalement en gros un tiers de la mortalité qu'on observe sur la planète, toutes causes confondues. Alors ce que vous savez aussi, on en a parlé dans des présentations dans les années précédentes, c'est qu'on est dans une situation actuelle depuis un certain nombre d'années d'émergence ou de réémergence de maladies infectieuses pour des raisons qui ne sont pas toujours très claires pour ce qui concerne l'initiation du processus d'émergence, mais qui sont bien entendu très claires quand on en vient à essayer de comprendre pourquoi un micro-organisme nouveau peut se disséminer rapidement tout autour de la planète. Les transports aériens et autres expliquent bien entendu cette amplification ou ce facteur d'amplification phénoménal qu'on a vécu ces dernières années avec le SARS, avec la grippe H1N1 et ainsi de suite. Et puis quelque chose sur lequel il faut revenir, ou en tout cas finalement souligner, parce que c'est souvent encore une fois là lié à la pauvreté, c'est que 16% des cancers ont en fait une origine infectieuse. Et bien souvent, encore une fois, la pauvreté en est la cause. On sait très bien que les cancers de l'estomac liés à Helicobacter pylori surviennent tout volontiers dans les zones défavorisées parce que les jeunes enfants sont infectés très tôt et finalement la période d'exposition de l'individu à ce micro-organisme est plus longue et de facto va donner plus volontiers à terme chez l'adulte un cancer comme le cancer de l'estomac, dont on sait qu'il est maintenant clairement lié pour l'essentiel à l'infection chronique par Helicobacter pylori. Alors,
sans vouloir réinsister lourdement, mais quand même, je pense que c'est important de mettre ces chiffres en place. Le contexte de survenue de ces maladies infectieuses, il est effectivement dans le contexte de la pauvreté, et puis il peut survenir aussi à des chiffres et à des incidences plus faibles, bien entendu, dans les pays industrialisés. Mais c'est d'abord et avant tout par les chiffres des maladies de la misère. Je vous ai mis là rapidement, plus d'1 milliard d'individus sur la planète vivent avec moins d'1 euro par jour. Presque 3 milliards vivent avec moins de 2 euros par jour. C'est pas favorable effectivement à l'hygiène et à la mise en place des soins et des approches prophylactiques, sachant qu'une partie de cette population très défavorisée souffre aussi de la faim et qu'il est de plus en plus clair, bien entendu, que la malnutrition est un facteur majeur de facilitation de la survenue d'infections. Tout ça s'inscrit dans un contexte aussi d'augmentation rapide de la population, d'exode rural, c'est-à-dire d'entassement, entre guillemets, de ces populations dans des zones périurbaines, dans des conditions d'hygiène souvent très, très, très rudimentaires. Et clairement, tout ça facilite, bien entendu, la transmission et des maladies infectieuses. On parle beaucoup de changement climatique. Bon, les spécialistes, chacun a son idée sur le sujet, anticipent que la température de la planète va augmenter de 2 à 4 degrés d'ici la fin du XXIe siècle. Ça peut paraître peu. Effectivement, on peut vivre au jour le jour avec 2 à 4 degrés de plus. Est-ce que ça explique toutes les anomalies climatiques qu'on veut bien associer à tout ça? Ce n'est pas toujours très clair, mais ce qui est clair, c'est que 2 à 4 degrés, ça peut considérablement changer l'écologie de populations microbiennes et en particulier l'écologie des vecteurs, en particulier des arthropodes, des moustiques, entre autres, qui transmettent des parasites comme le parasite du paludisme ou des virus comme ce qu'on appelle les arbovirus, arthropod-borne virus. Et tout ça fait que, tout doucement, on voit les zones finalement potentiellement exposées à ces infections, en particulier aux infections par les arbovirus, s'étendre depuis leur territoire classique, disons l'Afrique, le sud-est asiatique, vers des zones plus au nord. Vous savez très bien que les moustiques vecteurs du virus chikungunya, par exemple, sont présents actuellement dans le nord de l'Italie et en France, dans le sud de la France. Donc les conditions, tout doucement, du fait de ce réchauffement climatique, s'établissent pour que certaines maladies puissent finalement progresser dans des zones pour lesquelles jusqu'à présent, ou dans lesquelles jusqu'à présent, elles étaient inconnues, sauf venue accidentelle d'un individu infecté. Et puis les drames humanitaires, à chaque fois, bien entendu, ont un impact important, les guerres civiles, les réfugiés. On a vu en 1994, par exemple, lors de l'épisode de Goma, à quel point des camps de réfugiés qui se constituaient très très rapidement devenaient très vite des foyers de maladies infectieuses, de choléra, de dysenterie, et finalement, dans une certaine mesure, contribuaient à fixer une maladie dans une zone où elle avait éventuellement antérieurement disparu. Alors, pour rester un peu dans les chiffres, mais donner quand même quelques évaluations, les infections respiratoires aiguës, c'est environ 3 millions de décès chaque année. Les maladies diarrhéiques, c'est environ 2 millions. Le sida, c'est là aussi environ 2 millions. La tuberculose, un peu plus d'1 million. Le paludisme, 1 million. La rougeole, moins d'1 million. Les campagnes de vaccination font que tout doucement, heureusement, le chiffre de rougeole, l'incidence de la rougeole disparaît. Et ce qui est important, puisqu'on parlait d'enfants, c'est de voir que, disons, la participation, entre guillemets, de l'enfant à ce type de pathologie varie selon la nature de la pathologie. Vous voyez que la population pédiatrique est dominante dans les infections entériques, bien entendu, je pense qu'on sait ça tous, éventuellement intuitivement. Elle est moindre pour ce qui concerne le sida, pour ce qui concerne la tuberculose. Elle est très importante pour ce qui concerne le paludisme et elle est bien entendu importante, on y reviendra rapidement, pour ce qui concerne les infections respiratoires. Donc l'enfant est vraiment en première ligne, d'après ces chiffres, dans la majeure partie finalement des pathologies infectieuses qui vont donner lieu à une mortalité importante. Alors ça encore, vous oubliez les chiffres, mais c'est simplement pour dire, ça a trait à la pédiatrie, mais aussi ultérieurement au monde adulte, qu'un des scandales au fond, c'est que ces infections continuent à survenir alors que certaines d'entre elles sont
parfaitement en situation d'être prévenus par des vaccins, et le plus souvent des vaccins tout à fait efficaces. L'hépatite B, la rougeole, le rotavirus maintenant, les infections respiratoires à Haemophilus influenzae B, le tétanos, la coqueluche, le choléra, la diphtérie, l'encéphalite japonaise, la poliomyélite. Tout ça, ce sont des situations où, théoriquement, on devrait avoir zéro dans toute la colonne de droite, et malgré ça, ce n'est pas encore le cas. Alors, le moral de cette histoire, c'est que, bien sûr, il y a eu un coup d'éclat absolument phénoménal qui a été l'éradication de la variole dans les années 70 par un effort international coordonné par l'Organisation mondiale de la santé, qui fait que jusqu'à présent, il n'y a plus un seul cas déclaré de variole sur la planète. Mais disons, peut-être la variole était la situation la plus propre à donner lieu à cette capacité d'éradication, dans la mesure où il n'y avait pas de réservoir finalement extérieur à l'homme qui viendrait finalement amener à un moment ou à un autre à une réémergence de la maladie, surtout lorsqu'on aurait éventuellement levé le pied sur la vaccination. Donc la variole était un peu un cas particulier dans la mesure où tous les cas cliniques étaient visibles, donc pour l'épidémiologiste c'était plus simple de traiter, et encore une fois le virus ne pouvait pas recirculer. Là on est souvent dans des situations où il existe des réservoirs animaux, où éventuellement les cas cliniques peuvent être non visibles, non reconnus, et donc on se retrouve finalement avec des réservoirs qui peuvent à tout moment relancer l'affaire, en considérant aussi que bien entendu il y a un aspect technique qui concerne finalement l'utilisation des vaccins sur l'ensemble de la planète, sachant aussi, comme je vous l'avais dit dans mon dernier cours, que tout doucement il y avait quelques difficultés à continuer à faire admettre aux populations la nécessité de cette vaccination dite de masse. Donc ça fait partie quand même de ces finalement injustices qu'il faudrait quand même pouvoir combler à un moment ou à un autre. Les maladies infectieuses, elles surviennent bien entendu aussi dans des régions, disons, industrialisées, liées à l'augmentation constante des voyages, liées à l'augmentation de la précarité, on en a déjà parlé, et puis liées au vieillissement croissant de la population. On anticipe que d'ici 2020, la population des pays européens, par exemple, au-dessus de 65 ans, sera de l'ordre de 20 à 25%, ce qui représente un vrai challenge finalement dans la prévention de ces infections, dans toute la problématique de la résistance aux antibiotiques, dans la problématique de la vaccination chez les personnes âgées, dans la mesure où le système immunitaire, encore une fois, dans sa dégradation progressive, fait que ces personnes, c'est clair pour le vaccin contre la grippe par exemple, sont moins susceptibles de répondre au vaccin que les adultes jeunes ou les enfants. Donc voilà un peu le contexte dans lequel tout ça se développe. Alors, je vous ai parlé jusqu'à présent de poids des maladies infectieuses en santé publique, sans trop rentrer dans le détail de comment finalement est-ce que les épidémiologistes mesuraient ce poids en santé publique. Alors il y a deux façons d'essayer de mesurer le poids d'une maladie infectieuse, par exemple en santé publique. C'était comme on le faisait classiquement, et je vous en donnais des chiffres jusqu'à présent, de prendre le critère de la mortalité. On considérait que finalement la mortalité était le marqueur caractéristique d'une pathologie. Ceci dit, toutes les maladies infectieuses ne tuent pas, heureusement. On guérit même spontanément parfois de beaucoup d'entre elles. Maladies infectieuses transmissibles de l'enfant, la rougeole, la rubéole, les oreillons, tout ça, ça n'a pas de poids extrêmement lourd en matière de mortalité, sans doute à l'exception de la rougeole, en particulier dans les pays en voie de développement. Mais on voit bien qu'on est insuffisant par ce paramètre un petit peu, disons, simple et brutal. Donc, on a beaucoup, les épidémiologistes et les gens finalement d'économie de la santé ont beaucoup réfléchi ces dernières années à essayer de trouver des critères qui finalement permettaient de mesurer un petit peu mieux le poids des maladies infectieuses. Et justement, dans cette idée que je mentionnais au début de donner un coup de projecteur relativement brutal sur une maladie, de pouvoir aller au-delà de la mortalité et de montrer jusqu'à quel point, sur l'enfant, sur son environnement éventuellement, les maladies peuvent avoir des conséquences importantes.
Et donc a émergé et est utilisé de plus en plus, je prends ce paramètre-là parce que c'est souvent celui-là qui est utilisé pour justifier des campagnes de vaccination, en particulier un paramètre qui s'appelle DALY, pas comme le peintre, c'est D-A-L-Y, qui, bon, en fait, l'acronyme anglais qui est Disability Adjusted Life Year. Donc un DALY, finalement, c'est une unité d'évaluation du poids d'une maladie infectieuse sur une population donnée. Et en fait, c'est en gros la perte d'une année de bonne santé, que ce soit par décès ou que ce soit par éventuellement handicap, incapacité de travailler pour un adulte ou de finalement étudier pour un enfant. Et en fait, c'est la somme de ces DALY sur l'ensemble d'une population qui va définir un peu le poids et le coût économique de la maladie en question. Donc elle va en gros matérialiser une espèce de fossé, ce que pourrait être le fossé de santé d'une population à un moment donné et entre finalement un statut idéal où l'ensemble de la population va vivre, comme chez nous par exemple, jusqu'à environ l'âge de 80 ans, à peu près en bonne santé, sans handicap majeur éventuellement, et une population qui, souffrant d'une maladie donnée, ne va pas atteindre cette limite d'âge et, lorsqu'elle va l'atteindre, va le faire dans des conditions de handicap relativement importants. Donc le calcul du DALY, c'est le nombre d'années de vie perdues dues à une mortalité prématurée au sein de la population affectée par la maladie. Ça s'appelle YLL, c'est Years of Life Lost. Et puis le nombre d'années de vie active en fait, qui sont perdues du fait du handicap infligé à la population. Donc le DALY, c'est les années de vie perdues par la mortalité plus les années de vie pourries entre guillemets, par le handicap lié au développement et à l'évolution de la maladie. Et donc tout ça, ce paramètre avec le YLL, c'est en fait le nombre de décès multiplié par l'espérance de vie moyenne au moment où la personne va décéder. Et le YLD, c'est finalement le nombre de cas multiplié par le poids du handicap, multiplié par la durée moyenne de ce handicap avant que la maladie se mette en rémission ou en guérison. Donc avec ça, on arrive à apprécier de façon beaucoup plus globale, et c'est valable tout autant pour le diabète, pour le cancer ou pour des maladies infectieuses, de façon beaucoup plus globale l'impact d'une maladie au-delà simplement de la mortalité qu'elle peut impliquer. Et lorsqu'on fait ces réajustements, finalement, voilà un petit peu ce que ça donne. Les maladies infectieuses, en termes de DALY, c'est-à-dire d'impact de l'ensemble des maladies sur la population de la planète, c'est environ 43%. Les autres pathologies, neuropsychiatriques, cardiovasculaires, cancers, maladies respiratoires, non infectieuses, c'est de l'ordre de 43%, c'est à peu près équivalent. Et tout ce qui est, et on ne mesure pas toujours d'ailleurs le poids exact, mais c'est relativement considérable, les accidents et les traumatismes, c'est de l'ordre de 13 ou 14%. Donc les maladies infectieuses sont dans le peloton de tête à l'évidence de l'impact sur la santé publique et probablement encore plus qu'on ne peut l'imaginer quand on regarde simplement les chiffres de mortalité. Alors je voudrais juste passer en revue, encore une fois, avec quelques chiffres, mais surtout pour enfoncer quelques évidences ou non-évidences d'ailleurs, voir ces grandes maladies, le paludisme, la tuberculose, le sida, et puis les infections tropicales négligées qui pèsent sur les populations dans les zones les plus défavorisées. Encore une fois, c'est des chiffres, mais ils en disent long sur le côté relativement dramatique du problème. Le paludisme, c'est environ 200 millions d'accès par an, probablement une sous-estimation très très importante. Plus de 75% des cas, plus de 3/4 des cas survenant dans ce qu'on appelle l'Afrique subsaharienne. Moins de 20% des patients bénéficient d'un traitement médical complet et adapté, ce qui probablement rend compte de la survenue de certaines résistances. C'est environ 1 million de décès par an, on l'a déjà dit, survenant surtout, bien entendu, dans les zones où la maladie est la plus prévalente, c'est-à-dire dans cette Afrique subsaharienne, avec deux catégories d'individus qui sont véritablement très sensibles à ce paludisme et en particulier à sa récidive, puisque vous savez que
Le paludisme est une maladie qui immunise très mal, donc en l'absence de vaccin, ce qui est encore le cas à l'heure actuelle. Tant que la personne n'a pas accumulé un certain nombre de cas de paludisme, elle ne va pas être protégée. La mémoire B est médiocre, la mémoire T aussi. Donc c'est une situation d'ailleurs intéressante sur le plan immunologique, mais qui a une contrepartie assez dramatique sur le plan de la santé publique. Donc il y a deux situations. Il y a la grossesse, avec un risque élevé de décès maternel et de petits poids à la naissance, et puis l'enfant, avec en particulier une conséquence du fait, bien entendu, de la rupture des érythrocytes par le cycle du mérozoïte du paludisme, qui est l'anémie, puis d'autres mécanismes physiopathologiques qui ont probablement à voir aussi avec les cellules souches hématopoïétiques, ce qui va entraîner un retard staturopondéral et psychomoteur important chez les enfants. On rentre là déjà dans cette notion que je vous ai présentée ou préparée à envisager, qui est l'impact finalement de ces maladies infectieuses précoces chez l'enfant sur l'avenir de cet enfant et son développement. Les familles dépensant, parce que les femmes d'Afrique subsaharienne, elles ont autant envie que les mamans de nos régions que leurs enfants soient en bonne santé, et les familles vont souvent dépenser jusqu'à 25% de leurs revenus pour finalement donner les antipaludéens, en particulier aux enfants malades. Alors la situation, elle est montrée de façon un peu presque caricaturale. Vous voyez ici en bleu, c'est le monde moins l'Afrique subsaharienne, en orange, je ne sais pas quelle couleur, sépia, le monde, et en jaune, c'est l'Afrique subsaharienne. Et vous voyez que depuis 1900, en fonction des statistiques dont on pouvait disposer, on voit que la part du monde sans l'Afrique subsaharienne a décru de façon absolument régulière par les campagnes d'éradication, en particulier du vecteur du paludisme, et qu'en réalité, dans les années 2000, c'est l'Afrique subsaharienne qui émerge comme le pays malheureusement dominant pour la prévalence du paludisme. Donc ça, c'est un premier point, bien entendu, très, très impressionnant dans cette situation. Le deuxième point, tout aussi impressionnant et gênant, c'est qu'au fil des années, après l'introduction des thérapeutiques antipaludiques successives, on a vu la durée entre l'introduction d'une thérapeutique et la survenue des premières souches de Plasmodium falciparum résistantes à l'antipaludéen en conséquence, diminuer progressivement. Chloroquine 16 ans, Fansidar 6 ans, Mefloquine 4 ans, Atavocone 6 mois. Donc on a là une situation qui n'est pas toujours d'ailleurs facile à comprendre, mais qui montre en fait que l'usage raisonné, suffisant en durée, en quantité de ces antipaludéens est probablement insuffisante et explique la facilité de survenue et de sélection de ces résistances. Le sida, je crois que tout a été dit et vous en entendez parler encore, probablement pas assez, mais encore assez régulièrement. Ça reste bien entendu dans ces Big Three une des maladies les plus préoccupantes, avec, les chiffres seraient peut-être un tout petit peu à réévaluer là, mais 50 millions de sujets VIH, qui est une estimation minimale, dont une bonne moitié de femmes et 3 millions d'enfants. 40 millions de sujets sont décédés jusqu'à présent de sida sur la planète. Ça représente encore 3 millions de décès par an, parce que l'accès aux soins et aux trithérapies est loin de s'être généralisé sur l'ensemble des populations qui sont concernées, et encore probablement 5 millions de nouvelles infections par an, ce qui veut dire que le sida est encore devant nous, même si pour nous, notre visibilité est un petit peu masquée par finalement l'effet miraculeux. Honnêtement, moi j'ai vécu l'avant et l'après-trithérapie. C'était vraiment honnêtement la nuit et le jour, mais il ne faudrait pas que ça nous cache les réalités de la continuation de la circulation de ce virus et des nécessités, bien entendu, de maintenir tout ce qui est problématique de prévention. Alors, dans les pays d'Afrique subsaharienne, par exemple, ce que je vous ai mis ici, chaque DALI calculé à 3x des revenus individuels, la perte moyenne de PNB pour ces pays liés au sida, et sans compter l'investissement que peut représenter la mise en place des trithérapies,
c'est en moyenne 35% pour un pays de cette région. Donc c'est des poids en santé publique pour les gouvernants qui ont à prendre des décisions stratégiques là-dessus, qui sont quasiment ingérables quand on sait que là-dessus, il faut aussi penser à la mise en place de la vaccination contre le pneumocoque, la vaccination contre l'Haemophilus influenzae B, et éventuellement contre le rotavirus, cette espèce de convergence finalement de solutions de prophylaxie et de traitement rend la gestion pour ces pays à ressources limitées des politiques de santé publique extrêmement complexes. Il y a une autre inégalité dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent. On pourrait presque, sans vouloir trop caricaturer, dire que c'est un peu l'inégalité des populations devant l'incompétence de leurs gouvernants. Alors ça, ce n'est pas nécessairement totalement lié à la pauvreté, ça peut l'être. Cette courbe, pour moi, est assez caricaturale et caractéristique véritablement d'une réalité. C'est finalement la courbe de prévalence de l'infection par le VIH dans des pays qui avaient commencé à peu près pareillement en termes de nombre de cas et de personnes initialement contaminées, avec des PNB relativement similaires. En rouge, c'est la Thaïlande, et en bleu, c'est l'Afrique du Sud. Et vous savez qu'il n'est pas rare dans certaines régions ou villes ou ghettos d'Afrique du Sud d'avoir une prévalence du sida qui est de l'ordre de 40% de la situation. Imaginez 4 personnes sur 10 seront contaminées par le VIH, ce qui est quand même tout à fait dramatique. Et finalement, on pense, alors il y a sûrement un tas de paramètres confondants dans tout ça, mais clairement, la prise en compte par les gouvernants de la problématique du sida, et ça peut être valable pour d'autres maladies infectieuses, et finalement l'éducation qui s'ensuit des populations, en particulier pour ce qui concerne la prévention, joue un rôle essentiel. La Thaïlande a très vite et très tôt pris la mesure du problème, pour des tas de raisons, y compris une stigmatisation par ses voisins. Mais en tout cas, les études de santé publique ont été faites assez rapidement et les mesures de prévention prises, alors que l'Afrique du Sud, encouragée en particulier par un de ses présidents qui s'appelait M. Mbeki, qui avait décidé que le sida n'était pas lié à un virus, mais à des comportements anormaux de la population et toutes les bêtises que vous pouvez imaginer, a laissé filer finalement la chance, la fenêtre d'opportunité où la mise en place d'une prévention efficace aurait pu permettre de contrôler les étapes précoces de développement de la maladie. Et on se retrouve avec des situations presque caricaturales en fait. Donc en gros, clairement, des pays comme même des pays africains avec des moyens relativement limités comme l'Ouganda et le Sénégal ont mis en place des politiques de prévention avec une bonne gouvernance, l'implication des autorités politiques, en particulier le président. Quand le président de la République vous dit que le sida, ce n'est pas un virus, c'est clair que ce n'est pas très motivant pour les populations de se mettre à la prévention de la transmission des virus. Des politiques qui soient basées non pas sur des idées comme ça en l'air et des fantasmes, mais sur des faits véritablement établis épidémiologiquement, médicalement, scientifiquement. C'est ce qu'on appelle evidence-based politics ou evidence-based medicine dans ce cas aussi. L'éducation, l'information des populations, le ciblage des actions sur des groupes à risque, la reconnaissance du rôle majeur des femmes dans l'implémentation, dans la mise en place des politiques de santé, l'engagement des communautés, des commerçants, des leaders d'opinion, enfin une espèce de mise en place d'un mouvement global de la population, de la nation pour finalement essayer de participer au contrôle d'une maladie. L'allocation adaptée de ressources qui sont limitées, mais la Thaïlande n'avait probablement pas beaucoup plus à mettre dans l'escarcelle au démarrage que l'Afrique du Sud, et bien entendu les partenariats, les ONG, enfin tout le monde doit finalement être mobilisé autour de ça, ce qui rend encore plus facile finalement l'implication d'organismes extérieurs, d'ONG et de l'OMS quand ces instances sentent qu'elles sont les bienvenues et qu'on compte sur elles pour aider à la mise en place de ces politiques. Donc, encore une fois, l'inégalité, elle n'est pas uniquement financière, économique et sociale, elle peut être aussi malheureusement devant l'incompétence des autorités et en particulier de ceux qui guident et qui prennent les décisions de santé publique.
Troisième des Big Three, c'est la tuberculose. Alors, tuberculose, on parle d'individus contaminés souvent parce que, en fait, beaucoup d'entre nous y sont exposés, vous le savez. Plus de 2 milliards d'individus sur la planète, 8 millions de nouveaux cas par an, et là aussi, un pourcentage extraordinairement élevé, 98% des cas dans les pays en voie de développement. Ça reste, encore une fois, probablement la première maladie infectieuse liée à un pathogène unique, Mycobacterium tuberculosis, avec probablement, peut-être moins un peu maintenant, 2 millions de décès par an. Le couple finalement infernal VIH-tuberculose qui fait que les patients non traités avec un déficit immunitaire important sont beaucoup plus sensibles à la tuberculose. Si cette tuberculose est mal soignée, pas assez longtemps, avec des doses insuffisantes, des résistances vont apparaître et se disperser dans la population en question et au-delà. Ce qui fait qu'on est à l'heure actuelle en partie sans doute stimulé, si je puis dire, par l'épidémie de sida, à 72 pays qui ont rapporté en fait des souches multirésistantes. En Russie, par exemple, là aussi dans une situation de pauvreté et de précarité dans les prisons, 100% des souches isolées à l'heure actuelle sont résistantes au moins à un antituberculeux et bien souvent à plusieurs. Pour des raisons qui ne sont pas toujours faciles à comprendre, on n'a pas assisté finalement à une émergence très très large de ces souches multirésistantes. Ça reste quand même localisé dans des poches, mais on sait très bien que n'importe quelle situation, à un moment ou à un autre, pourrait déstabiliser tout ça et faire que ça devienne un problème parmi les autres de l'émergence de la multirésistance aux agents infectieux. Donc on est, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais dans une situation en particulier en Afrique subsaharienne où je veux dire, la précarité de la vie, la misère a à l'évidence un impact majeur sur la survenue de toute cette maladie et la possibilité de les prendre en compte au niveau prophylactique et thérapeutique. Alors, je vous parlais de maladies tropicales négligées. Ça, encore une fois, ça a été certainement un espèce de coup de projecteur sur des pathologies qu'on avait tendance à oublier. Au profit sans doute de ces trois pathologies dominantes. Et il était sans doute nécessaire d'assurer un certain rééquilibrage parce qu'elles ont un poids majeur aussi. Donc finalement, qu'est-ce que c'est ces maladies tropicales négligées ou neglected tropical diseases? On utilise souvent ce sigle anglo-saxon. Donc c'est en fait un groupe de maladies chroniques, débilitantes, éventuellement défigurantes. Je vous montrerai sans insister, deux, trois exemples, qui surviennent essentiellement dans les zones d'extrême pauvreté rurale et périurbaine. Et encore une fois, malheureusement, l'Afrique subsaharienne est très largement soumise à l'essentiel de ces pathologies, dans la mesure où ça représente 500 millions d'habitants avec des personnes qui sont dans une situation de pauvreté et de misère très, très importante. C'est la moitié du poids du paludisme et probablement plus du double du poids de la tuberculose. Donc c'est véritablement, en termes de santé publique, quelque chose d'essentiel. On va parler de cécité, par exemple. En termes de DALI, la cécité, si un enfant fait un trachome et devient aveugle, c'est pour le restant de ses jours. Donc on est là dans des situations de poids de santé publique très, très importantes. Alors, la moitié de ces maladies tropicales négligées sont liées à des helminthiases, à des vers, des parasites multicellulaires, soit ce qu'on appelle des helminthiases telluriques, c'est-à-dire des parasites qui sont dans le sol en permanence et les enfants vont s'infecter avec ce contact. C'est l'ankylostomiase, c'est 50 millions d'enfants d'âge scolaire, des femmes enceintes, l'anémie et les conséquences de l'anémie éventuellement sur le déroulement de la grossesse et l'hypotrophie fœtale. C'est la bilharziose, bien entendu, avec presque 200 millions de cas, intestinale, avec la cirrhose du foie, c'est Schistosoma mannsoni, oui, c'est ça. Et puis la bilharziose urinaire, Schistosoma hématobium, qui en fait détruit la vessie et les uretères, ce qui fait que ces patients vont développer progressivement une insuffisance rénale. Donc tout ça, ce sont des maladies qui sont, quand on voit les chiffres, extrêmement lourdes, et les filarioses, que ce soit les filarioses lymphatiques, et une qui est bien sûr à la limite peut-être encore plus problématique, qui est l'onchocercose, qui est une des premières causes de cécité sur la planète. Donc on est là dans des pathologies
qui nous semblait presque archaïque quand on apprenait les maladies parasitaires et tropicales dans nos livres de maladies infectieuses et qui pourtant restent des réalités tangibles au niveau de ces régions à risque. Il y a d'autres infections parasitaires non helminthiques qui sont dues à des protozoaires, c'est la trypanosomiase africaine, c'est donc la maladie du sommeil, ou les leishmanioses viscérales, qui entraînent des défaillances polyviscérales, en particulier encore une fois chez l'enfant. Et puis des infections bactériennes qui persistent malgré ce qu'on pourrait croire, la lèpre qui est arrivée un peu à l'étiage, avec la mise en place, en particulier sous les auspices de l'OMS, de traitements, de polychimiothérapie, qui ont permis d'amener la lèpre à un niveau minimum, mais malheureusement, il persiste des poches, en particulier dans la région de l'Amazonie, autour de l'Amazonie au Brésil, dans le centre de l'Afrique. L'ulcère de Buruli qui va croissant, en tout cas qui est plus reconnu, mais dont clairement l'incidence augmente à l'heure actuelle pour des raisons qui ne sont pas claires, qui est liée à une mycobactérie particulière qui s'appelle Mycobacterium ulcerans, qui a la capacité en fait de se développer, de donner une petite ulcération cutanée et puis progressivement de détruire la surface cutanée, parfois sur, je vous ai pris un cas minimum là, parfois sur des surfaces très larges, avec une espèce de torpidité des lésions. C'est-à-dire qu'en fait, cette mycobactérie, c'est d'ailleurs quelque chose qui est très travaillé à l'Institut Pasteur, produit une petite molécule polycyclique qu'on appelle une mycolactone, qui est en fait à la fois apparemment un inhibiteur de la réponse immunitaire, qui empêche en fait les cellules du système immunitaire de se mobiliser au site infectieux, là à la berge de cette lésion, et qui en même temps aussi ralentit la migration des cellules et empêche probablement la cicatrisation de s'effectuer correctement. Donc ça, en fait, à l'heure actuelle, le germe étant très résistant aux antibiotiques, c'est essentiellement un traitement finalement de plastie chirurgicale, et vous imaginez que ce n'est pas simple à réaliser dans les régions où la maladie est prévalente, c'est-à-dire encore une fois dans cette région d'Afrique subsaharienne. Donc il y a là, dans ces maladies négligées, encore une fois, des choses qui sont non seulement ont un poids de santé publique, mais en plus ont un poids de stigmatisation, parce qu'un lépreux, vous savez ce que ça véhicule de fantasmes et d'horreurs. Une personne qui se promène avec des lésions comme ça, ce n'est pas nécessairement bien vécu par son environnement, y compris familial. Et puis la troisième cause, qui est d'ailleurs, enfin, la première cause de cécité à l'échelle de la planète, avant même l'onchocercose, c'est le trachome. C'est en fait une chlamydia trachomatis, qui se développe, qui entraîne une réaction inflammatoire qui va en fait détruire la cornée et le cristallin. Et ce trachome, finalement, pourrait très bien être prévenu par des traitements antibiotiques, mais malheureusement, ça représente encore une fois, et toujours dans les mêmes régions un peu maudites, vous le voyez, une cause très très importante de cécité. Donc on est là dans des pathologies qui ont toutes, je dirais, une personnalité, un impact majeur en termes de santé publique, qui ne tue pas nécessairement. La lèpre, ce n'est pas une maladie qui va tuer. L'ulcère de Buruli, ça ne tue pas. Le trachome, ça rend aveugle. Mais bon, c'est quoi la vie avec des maladies comme ça? Je vous laisse imaginer le calvaire. Donc voilà un petit peu, encore une fois, l'illustration presque caricaturale de ce qu'est l'impact en fait de la pauvreté et de l'absence de moyens médicaux et prophylactiques dans ces régions extrêmement défavorisées. Alors, quand on regarde un petit peu sur la planète, là on était manifestement très, très focalisé sur cette région de l'Afrique subsaharienne, mais on voit très bien que d'autres zones de la planète sont soumises à d'autres infections négligées, tropicales, parasitaires éventuellement. Là, je vous montre ça, l'année dernière, on a donné le prix Christophe Mérieux de l'Académie des sciences à un chercheur péruvien qui s'appelle Hugo Garcia, qui est un des spécialistes mondiaux de la cysticercose. La cysticercose, c'est le ténia, mais dans une version, je dirais, dramatique du ténia, c'est-à-dire que en fait, les œufs du parasite passent la barrière intestinale et vont se disperser dans la circulation, et éventuellement se localiser dans des organes, dans le foie, dans les reins, dans la rate, mais surtout, malheureusement, en particulier chez le jeune enfant, dans le cerveau. Et vous voyez ici la coupe d'un cerveau d'un enfant en fait, décédé d'une cysticercose, et chacune de ces taches marron ici
correspond à un granulome en fait, d'un œuf de ténia qui s'est localisé, finalement bloqué à l'extrémité des capillaires de la circulation cérébrale au niveau de la barrière hémato-encéphalique. Et là, c'est un scanner qui vous montre jusqu'à quel point ces lésions peuvent donner lieu à un œdème inflammatoire et aux pathologies qui vont avec. Par exemple, au Pérou, la cysticercose, c'est la première cause de comitialité chez les jeunes enfants. Un enfant qui fait une crise comitiale au Pérou, ça a 8 chances sur 10 d'être la cysticercose. Donc Hector ou Hugo Garcia a développé au fil des années une véritable étude épidémiologique, la mise en place de processus qui vont bloquer en particulier la circulation du parasite dont le réservoir est le porc, bloquer la circulation interhumaine, traiter très précocement les enfants de façon préventive. Enfin, il y a des véritables coalitions qui se mettent de plus en plus en place, souvent grâce à des individus qui emmènent la collectivité et qui vont permettre on en reparlera pour les vaccins, en particulier pour les maladies négligées, de faire ces partenariats publics-privés, éventuellement avec les industriels qui vont faire du pricing, c'est-à-dire diminuer le prix de leurs médicaments et essayer de construire un package en fait, qui va permettre d'aller traiter, dans le cas de la cysticercose, dans le cas du trachome, dans le cas de l'onchocercose, les individus et essayer de finalement ramener le réservoir à son minimum de façon à ce que au moins la circulation de ces organismes ne continue pas. Et puis dans d'autres régions d'Amérique du Sud, on sait que ces dernières années, la maladie de Chagas, qui est due à un trypanosome, qui est donc Trypanosoma cruzi, que vous voyez ici, c'est un très joli petit parasite d'ailleurs qui circule dans le sang et puis qui va se localiser pour ce qui est de Trypanosoma cruzi, en particulier dans les muscles, dans le muscle cardiaque, dans le système nerveux et donner lieu aux complications de la maladie. En fait, le vecteur de Trypanosoma cruzi, c'est une famille de punaises qu'on appelle la réduve, qui était classiquement, en particulier en Argentine et au Brésil, vivaient dans les toits de chaume des maisons. Alors il y a eu des tas de travaux d'éradication qui ont été faits au fil des années, qui ont remplacé ces magnifiques toits de chaume par des toits horribles en tôle ondulée, mais ça a eu au moins le mérite de bloquer la circulation de Trypanosoma cruzi. Et malheureusement, on voit à l'heure actuelle, probablement encore une fois du fait de la globalisation de la crise, la maladie de Chagas redémarrer dans ses foyers habituels, et éventuellement menacer les régions qui n'avaient jamais entendu parler de la maladie de Chagas, comme la région européenne par exemple. On considère par exemple en ce moment que 4000 individus porteurs du parasite de la maladie de Chagas du fait de la langue espagnole vivent en Espagne, ce qui pose un problème majeur sur le plan de la transfusion sanguine par exemple, et on a été amené à empêcher les personnes qui avaient séjourné en Amérique du Sud récemment de donner du sang à cause de ce type de situation qui, donc, vous voyez, peut avoir des répercussions en termes de santé publique, même largement au-delà des populations qui sont les premières concernées. Donc, tout ça n'a sûrement pas lieu d'être négligé, d'où l'importance de toutes ces opérations. Alors, autre point que je voulais essayer de vous mentionner, ce sera la dernière partie de ma présentation, c'est qu'on a beaucoup parlé de pauvreté dans les régions, disons, du tiers-monde, pour employer le terme classique, mais il faut quand même savoir que tout ça existe aussi chez nous, à nos frontières. En particulier, des études épidémiologiques récentes montrent qu'en Europe de l'Est, par exemple, dans toute cette zone qui a été concernée par l'effondrement de l'Empire soviétique, il y avait quelque chose de positif dans ce système soviétique qui était le système de santé, qui était très globalisé avec un accès facile et gratuit aux soins. Finalement, l'effondrement de ce système de santé a amené un état d'instabilité important sur le plan de la santé publique, une perte des repères par rapport aux politiques vaccinales et ainsi de suite, qui a des conséquences importantes. La guerre des Balkans aussi a créé une zone d'instabilité importante dans le sud-est de l'Europe. La crise financière, la récession économique, ce qui fait qu'on se retrouve dans certains de ces pays ou dans certaines de ces régions avec une vraie situation d'infection tropicale négligée,
avec par exemple une incidence importante des helminthiases telluriques dont on a déjà parlé, avec giardiase, toxoplasmose, avec la transmission alimentaire d'helminthes, avec des zoonoses, la brucellose qui persiste, les leptospiroses qui persistent, la tuberculose multirésistante dont on a parlé, la résurgence de la diphtérie, faute de vaccination correcte. En Ouzbékistan, par exemple, on a revu de la diphtérie comme, entre guillemets, au bon vieux temps. Donc il y a vraiment une situation d'instabilité aux marges disons, de la communauté européenne qui est extrêmement préoccupante et qui nécessite certainement une approche, dans un premier temps épidémiologique, extrêmement soigneuse pour prendre la mesure exacte de la situation et des interventions qui vont certainement devenir indispensables. L'Europe du Sud n'est pas épargnée non plus avec la persistance de la brucellose, l'émergence de zoonoses transmises par des vecteurs, la leishmaniose qu'on croyait quasiment en voie de disparition est en train de réapparaître. Les arboviroses, je vous ai parlé de la montée progressive en latitude des vecteurs possibles de ces virus. Donc il y a toute une situation qui fait que rien n'est acquis en réalité, y compris dans nos régions. Et puis l'autre aspect, et je parlais tout à l'heure du quart-monde, c'est quelque chose qui bien entendu est en train de nous exploser, si je puis dire, à la figure avec la crise économique, c'est la précarisation même dans la zone de l'Union européenne qui est censée avoir des PIB extrêmement élevés et des revenus individuels très élevés, mais ça, ce sont les moyennes. Lorsqu'on rentre dans les détails, on s'aperçoit que 16% de la population de l'Union européenne vit en dessous du seuil de pauvreté quand il est défini par 60% de la médiane en fait, de revenus de l'ensemble du pays. Et vous savez que malheureusement, c'est bien souvent et de plus en plus bien en dessous de ça que vont se situer les chiffres. Et encore une fois, bien souvent, la population pédiatrique, les enfants qui sont les premières malheureusement victimes de cette dégradation de la situation économique et sociale. Et pour illustrer ça, j'ai voulu prendre un seul exemple qui est une très jolie, qui est une vraiment très belle étude qui a été faite récemment à Marseille aux urgences pédiatriques de 2 hôpitaux marseillais. Les chiffres sont peut-être un petit peu insuffisants, mais je pense que ça doit probablement continuer. C'était une publication, disons, de marque sur l'évolution d'un programme qui a consisté à essayer finalement de voir l'impact de la précarité sociale sur la couverture vaccinale contre les maladies classiques, diphtérie, tétanos, polio, rougeole, orion, rubéole, BCG quand c'était encore en cas, mais souvent on utilise le BCG dans ces populations précarisées car elles sont plus à risque de tuberculose. Donc, voir un petit peu, finalement, au-delà, encore une fois, des fantasmes et des choses pas toujours très réalistes qu'on entend au jour le jour, qu'est-ce qu'est la réalité de l'impact sur un marqueur qui est la couverture vaccinale. Donc l'objectif de l'étude, c'était d'évaluer les relations entre déterminants socio-économiques et couverture vaccinale. Donc ils ont étudié le statut vaccinal et socio-économique chez des enfants de 9 mois à 7 ans qui étaient admis aux urgences pédiatriques de ces 2 hôpitaux entre 2009 et 2010. Donc vous voyez que c'est récent. Et ils ont inclus 375 enfants dans cette étude. Ce qui a permis de voir d'ailleurs que sur cette population globale, qui n'avait pas que des enfants vivant parmi des familles précarisées, au fond, la situation vaccinale en France est quelque part entre satisfaisante et pas tout à fait satisfaisante. Vous voyez que si on prend cet échantillon, diphtérie, tétanos, polio, Hib, hémophilus influenzae B, coqueluche, 87%, c'est bien, mais ce n'est pas ce qu'on devrait avoir pour assurer en particulier une protection contre la résurgence de la coqueluche. Le BCG, 69%, ça c'est un peu compliqué parce que le BCG n'est plus obligatoire. L'Aurore, 77%, c'est très insuffisant pour prévenir la rougeole en particulier, et ça c'est quelque chose sur lequel il faut véritablement insister. Pneumocoque, 74%, hépatite B, 55%, ça c'est les résultats de tout ce qui a été raconté sur les effets secondaires du virus de l'hépatite B il y a quelques années, et on se retrouve avec une vraie déstabilisation de la situation concernant la prévention de l'hépatite B. Donc ce que cette étude a montré, ce sont véritablement des retards vaccinaux. Chez les enfants non scolarisés, par exemple,
l'odd ratio, ça veut dire qu'il y a 2,5 fois plus de chances que ces enfants aient un retard vaccinal dans cette population-là. Les enfants dont les parents parlaient peu ou pas le français, vous voyez, 5,7 fois plus de chances. Les enfants vivant en caravane ou en squat, 11 fois plus de chances de ne pas être vaccinés. Les enfants bénéficiant de l'aide médicale d'un autre État, c'est-à-dire en règle générale malheureusement pas d'aide médicale du tout, ou ne bénéficiant d'aucune aide médicale, 12%. Tout ça, c'est 12%, excusez-moi, 12,8 d'odd ratio. Tout ça, c'est un peu peut-être intuitif, mais ça montre quand même que le problème est là et que la précarité, finalement, que ce soit pour le BCG, que ce soit pour diphtérie, tétanos, polio, vous voyez quand même la colonne noire correspond à des enfants qui sont finalement hors d'un système de remboursement social. La coqueluche, l'hépatite B, tout ça, Hémophilus influenzae B, l'aurore, un peu moins, on ne sait pas très bien pourquoi d'ailleurs. Bon, ça prouve que les services sociaux font leur maximum pour essayer de vacciner ou de revacciner les enfants, mais que malheureusement, il y a quand même un impact indiscutable. Et ce que cette étude montrait, je ne vais pas rentrer dans les détails des chiffres quand même, mais de façon très très intéressante, et qui combat un petit peu les idées reçues. C'est que par exemple, quand on regarde, finalement, bon, la moyenne là était de 1 pour la population qui était vaccinée dans des conditions relativement correctes. On s'aperçoit que finalement les enfants originaires de familles maghrébines ou d'Afrique subsaharienne ont un odd ratio qui est même inférieur à 1, ce qui veut dire qu'ils sont parfaitement bien vaccinés au même niveau que le reste de la population, et que donc ces familles, ces populations, malgré probablement leur immigration relativement récente, ont finalement incorporé la notion de nécessité de vaccination pour leurs enfants. Par contre, les enfants originaires des pays de l'Est, donc de familles relativement déstructurées par tous les épisodes dont je vous ai parlé, qui ont perdu souvent leur marque, se retrouvent avec des odd ratios qui sont beaucoup plus élevés. Les enfants non scolarisés, bien entendu, représentent une situation de précarité. La non-maîtrise du français et la difficulté finalement d'évoluer dans la société, dans les systèmes de santé, de prévention, est un autre facteur de risque. Donc tous ces chiffres finalement donnent un peu vont parfois dans le sens et parfois à l'inverse, à contresens des idées reçues. Et ça fait vraiment partie de ces evidence-based medicine dont il faut véritablement tenir compte pour mettre en place des politiques de santé publique et cibler finalement les populations à risque relativement précisément. Donc le résultat de tout ça, c'est quand même que misère, précarité sociale sont un facteur d'impact non négligeable sur la mise à jour du calendrier de vaccination des enfants et donc un risque de mettre cette population à la fois, bien entendu, dans une situation de faiblesse vis-à-vis de ces infections, mais aussi de créer des poches qui vont permettre la résurgence. On pense que la rougeole actuellement est une combinaison, la résurgence de la rougeole actuellement, dans les modélisations qui sont faites, est une combinaison d'une insuffisance de la vaccination sur l'ensemble de la population, plus la création de poches de non-vaccination, en particulier liées à la précarisation de ces populations. Alors, je terminerai sur deux maladies, c'est un peu cette restratification des priorités, et cette fois-ci ce coup de projecteur sur la population pédiatrique, sur deux types de maladies qui émergent comme étant véritablement en pathologie pédiatrique la grande priorité. Un, c'est la pathologie respiratoire de l'enfant, et en particulier la pneumonie pédiatrique. Plus de 150 millions d'épisodes de pneumonie chaque année chez les enfants de moins de 5 ans, et bien entendu, entre guillemets, comme d'habitude, dans les pays les plus défavorisés, c'est 95% des cas. Entre 11 et 20 millions d'enfants requièrent chaque année une hospitalisation pour pneumonie et 2 millions en décèdent, l'incidence diminuant avec l'âge. C'est vraiment une pathologie dramatique chez le nourrisson. Donc, au fond, quand on met tous ces chiffres ensemble et qu'on stratifie en fonction de la population pédiatrique, c'est la première cause de mortalité infectieuse infantile. Alors, il y a, comme d'habitude, entre guillemets maintenant, malheureusement, une vraie ceinture de la pneumonie qui touche les latitudes
concernant des zones de grande pauvreté, l'Afrique subsaharienne et l'Inde, qui reste, malgré son développement et son émergence économique, reste avec des poches massives de pauvreté, en particulier périurbaine, qui se prêtent beaucoup à la survenue et à la transmission de ces infections pulmonaires. Alors, je n'avais pas parlé des agents infectieux, mais tout ça, c'est des agents que vous connaissez, Streptococcus pneumoniae, le pneumocoque, Haemophilus influenzae, deux maladies qui, entre parenthèses, bénéficient d'un vaccin extrêmement efficace. Le virus respiratoire syncytial, qui est une des premières causes, sinon la première cause virale en dehors de la grippe, mais dans cette population-là, dans cette tranche d'âge-là, c'est le virus respiratoire syncytial le plus prévalent, qui malheureusement ne bénéficie pas encore, pour des tas de raisons, d'un vaccin. La rougeole, qui est une des grandes causes de pneumonie, vaccin disponible, et Mycoplasma pneumoniae, qui n'est pas considéré pour des développements vaccinaux à l'heure actuelle. En fait, si on regarde la carte précédente, on s'aperçoit que en fait, les trois quarts des infections aiguës pulmonaires, des pneumonies, surviennent dans une quinzaine de pays. Point. Donc ça reste quelque chose qui est relativement ciblé sur le plan de l'épidémiologie. Il y a beaucoup de chiffres là, simplement ça vous donne une impression finalement de l'incidence en Asie du Sud-Est, d'ailleurs plus importante qu'en Afrique subsaharienne pour des raisons qui échappent un petit peu, mais vous voyez que par rapport à l'Europe centrale ou orientale qui est dans de meilleures situations, rien par rapport à ce que sont la situation dans nos pays, vous voyez que ça reste quand même une prévalence très élevée. Alors ce qui est intéressant, et il y a eu beaucoup d'études de l'OMS qui ont permis de commencer à faire émerger finalement les grands facteurs, les grandes tendances qui mettent les enfants à risque de ces infections pulmonaires, enfin de ces pneumonies aiguës. L'un est la malnutrition et le retard staturopondéral, c'était intuitivement évident, mais c'est mieux quand c'est démontré. L'autre, c'est l'interruption trop précoce de l'alimentation au sein. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'apporte l'alimentation au sein de bénéfices à l'enfant, à la fois en termes de protection anti-infectieuse et de nutrition. Le retard aux vaccinations, bien entendu, pneumocoque, Haemophilus influenzae B et rougeole, qui malheureusement n'est pas encore largement, à part la rougeole, établi sur l'ensemble de la planète. Et puis, un paramètre qui a émergé de façon un petit peu inattendue et qui peut-être explique certaines différences d'épidémiologie entre certaines régions, qui est la pollution domestique. Essentiellement par les chauffages avec ce que les Anglais appellent solid fuels, c'est-à-dire le chauffage au bois ou le chauffage au charbon, qui probablement met en suspension dans l'air en permanence et expose ces enfants à des microparticules qui vont fragiliser les défenses de la muqueuse respiratoire. Donc tout ça, ça offre quand même, en particulier pour tout ce qu'on appelle les objectifs du troisième millénaire, des possibilités d'intervention extrêmement concrètes sur la vaccination, mais aussi éventuellement sur des possibilités d'éducation et de modification de certaines habitudes, étant bien conscient des difficultés d'implémenter tout ça et de le mettre en place. Un autre point important, et encore une fois, vous ne regardez pas les chiffres en détail, c'est qu'en réalité, la moitié seulement des enfants atteints de pneumonie dans ces régions très défavorisées bénéficient d'une approche de soins qualifiés. Et en fait, une grosse partie, en réalité, des décès liés à ces infections sont à la fois le fait que ces enfants ne sont pas adressés suffisamment vite et là où ils devraient être pris en compte et à un certain degré d'insuffisance de l'offre médicale là où éventuellement ils sont hospitalisés. Donc on est vraiment là encore dans cette interface entre pauvreté, médiocrité, insuffisance des infrastructures et lenteur souvent et médiocrité de la prise en charge qui explique cette mortalité extrême liée aux pneumonies. Donc voilà un peu la problématique de la pneumonie qui est en train d'émerger avec encore une fois un vrai coup de projecteur avec des tendances à des coalitions, des partenariats publics-privés qui vont permettre éventuellement d'impacter sur la vaccination, sur la prise en compte des conditions locales pour la prévention de survenue.
Le dernier point que je voudrais vous mentionner, c'est un point qui m'est beaucoup plus familier et qui fait partie de mon quotidien, je dirais, c'est celui de la problématique des maladies diarrhéiques, qui apparaît là aussi comme, sous l'angle pédiatrique, une des pathologies majeures. Donc vous voyez les chiffres, et là encore on se retrouve toujours dans les mêmes zones. La mortalité ici, les ronds rouges correspondent à la mortalité, montre en 2000 où se situait la mortalité liée aux maladies diarrhéiques, c'est-à-dire essentiellement en Afrique subsaharienne, encore une fois, en Inde, en Chine et dans le sud-est asiatique. Donc c'est véritablement la zone la plus concernée par ces pathologies. Alors les habitats qui génèrent les maladies diarrhéiques, vous les connaissez comme moi, hein, c'est encore une fois la pauvreté, la misère, la précarité, l'absence d'hygiène, l'absence de tout à l'égout, tout ça est totalement évident. Ce qui est moins évident et qui devient très intéressant, je dirais, à analyser, c'est que quand on regarde au fil des années l'évolution de la morbidité et de la mortalité, on s'aperçoit que la situation diverge. C'est-à-dire que la mortalité a considérablement diminué. Dans les années 50 à 80, en fait, chaque année, on avait 4,6 millions d'enfants qui décédaient. Ça faisait une incidence de 13,6 par 1000 par an, ce qui est considérable. Dans les années 80, on a vu déjà une première évidence de diminution à la fois en nombre absolu, mais il faut compenser avec l'augmentation de la population de la planète, mais surtout en incidence de 13,6 à 5,6. Et en 2000, on voit une tendance à la continuation, même si ça s'est un peu ralenti, de la diminution de la mortalité. Par contre, ce qui est très clair, c'est que l'incidence de la morbidité, c'est-à-dire finalement le nombre d'épisodes diarrhéiques, reste exactement le même. C'est-à-dire que les enfants continuent à être malades de maladies entériques, de diarrhée, mais ils meurent moins. Alors, pourquoi? En fait, il y a des hypothèses et il y a des certitudes. La meilleure éducation des mamans, dans les années 60-70, il était de bon ton de ne pas donner à boire aux enfants quand ils avaient la diarrhée, parce que ça permettait d'avoir moins de diarrhée, ce qui leur permettait de mourir rapidement de déshydratation. Donc toute la notion de réhydratation, d'alimentation hypercalorique, on les mettait à jeun, a été battue en brèche, et une fois de plus, c'est l'éducation des mères qui a permis de déclencher cette amélioration de la situation. L'alimentation au sein, qui est redevenue systématique dans les années, je me souviens, 70-80, on avait tendance à pousser partout sur la planète, pour des raisons d'hygiène, à utiliser des alimentations avec du lait lyophilisé ou des choses comme ça, au biberon. La remise à la mode, je dirais, de l'alimentation au sein a permis de diminuer considérablement la mortalité pédiatrique liée aux maladies entériques. Le large usage des solutions de réhydratation orale sous la houlette de l'OMS, ça a été une des grandes réalisations de l'OMS d'arriver à convaincre les autorités sanitaires et ensuite les mamans en particulier dans ces régions d'utiliser ces mélanges d'eau, de glucose et d'électrolytes. Je ne rentre pas dans les détails, je vous en reparlerai éventuellement ultérieurement, qui permettent en fait de sauver les enfants de la déshydratation par un traitement purement oral, c'est-à-dire un traitement facile à réaliser. L'amélioration des soins primaires, et puis peut-être une mauvaise cause pour certains agents pathogènes, qui est le fait que la planète est inondée d'antibiotiques, et donc beaucoup de ces pathogènes en fait, sont pris en compte directement ou indirectement par la présence de ces antibiotiques à la fois chez les patients, dans l'environnement. On voit des maladies comme la shigellose, par exemple, diminuer, probablement liées en partie aux antibiotiques, avec la possibilité rapide d'une crise liée à la survenue de la résistance, bien entendu. Alors, ces maladies diarrhéiques, c'est très clair et ça a été démontré par des études statistiques très bien faites dès les années 60-70, en particulier par un grand médecin du Costa Rica qui a beaucoup influé sur toute la zone de l'Amérique centrale, qui s'appelait Leonardo Mata, qui a d'ailleurs été ministre de la Santé du Costa Rica à une certaine période et qui avait bien montré que en fait, le pic d'incidence de la diarrhée aiguë et en fait des formes prolongées ou chroniques de la diarrhée étaient dans les 2 premières années de la vie. Donc ça, c'est un élément extrêmement important qui permet encore une fois de mieux cibler les approches préventives, en particulier l'alimentation au sein, bien entendu. Alors, pourquoi finalement c'est important ces 2 premières années de la vie?
ce qui se passe, c'est que les enfants qui mouraient de diarrhée, c'était ceux-là, c'était les jeunes nourrissons, bien entendu. Et donc, toutes ces approches dont j'ai parlé, y compris la réhydratation, ont fait que mortalité diminuant, mais morbidité continuant, on est de plus en plus en face d'un nombre d'enfants importants qui souffrent de troubles chroniques permis par la survenue récurrente de ces épisodes infectieux diarrhéiques qui n'existaient pas, ou moins avant, puisque malheureusement les enfants décédaient. Donc on a toute une nouvelle forme de la maladie qui est finalement la récurrence et la chronicité, ce qu'on appelle intractable diarrheal disease, les maladies diarrhéiques intraitables, qui va donner lieu à de nouvelles pathologies encore mal évaluées et pas du tout prises en compte, par exemple, dans l'évaluation du DALY, c'est-à-dire du poids en santé publique. En fait, pourquoi? C'est parce que c'est un peu propre aux maladies diarrhéiques, c'est que l'intestin, c'est la zone de digestion, c'est la zone d'absorption des nutriments, donc c'est une zone, quand elle est non fonctionnelle, qui va donner lieu, bien entendu, à des conséquences très très importantes sur la santé et le développement. Et ce dont on prend de plus en plus la mesure, c'est que dans ces 2 premières années, contrairement à d'autres mammifères, contrairement à la souris, qui est souvent l'animal d'expérience auquel on se compare, le système nerveux, dans ses phases tardives de maturation, la maturation des connexions synaptiques entre les différents systèmes neuronaux continue à se faire et continue à maturer dans les 2 premières années de la vie. Et elle ne peut se faire que dans des conditions nutritionnelles chroniques. Donc on est en train de plus en plus réaliser à quel point ce type de pathologie, mais on verra éventuellement les choses pour d'autres à terme, peut impacter non seulement à un moment donné sur la santé de l'enfant, mais aussi préparer pour la suite des retards, bien entendu staturopondéraux, mais aussi malheureusement des retards psychomoteurs, et on va en redire un mot. En fait, il faut bien réaliser, c'est peut-être évident ce que je vous dis là, c'est qu'un enfant, après la naissance ou après le sevrage, il est laissé en gros à lui-même sur le plan nutritionnel. Il va boire l'eau qui est disponible autour de lui et il va manger les aliments qu'on va lui donner. Si tout ça évolue dans une atmosphère extrêmement contaminée en l'absence d'hygiène, il est clair qu'il devient vraiment une cible majeure pour tous ces agents infectieux. Et on se retrouve avec des chiffres, encore une fois, vous m'en excuserez, mais qui sont quand même relativement importants. C'est-à-dire dans des régions comme l'Afrique subsaharienne ou Madagascar, on se trouve avec des enfants de moins de 5 ans qui vont avoir jusqu'à 12 épisodes de diarrhée par an. On se trouve avec des gosses qui passent 15% de leur vie à être diarrhéiques. Vous imaginez un peu ce que ça représente pour ces pauvres enfants et l'impact que ça peut avoir sur leurs conditions nutritionnelles. Donc c'est quelque chose qui a un poids majeur, sans oublier le temps passé aux soins, le temps passé par les mères à soigner ces enfants et à ne pas éventuellement travailler ou s'occuper des autres. Et en fait, on se trouve vraiment dans une situation de plus en plus où émerge une notion d'un cercle vicieux qui est celui de la diarrhée chronique et de la nutrition. C'est-à-dire que l'infection entérique chronique ou récidivante va entraîner des troubles de la nutrition, et les troubles de la nutrition vont faciliter la survenue de ces infections avec un certain nombre de pathogènes qui semblent émerger comme étant encore plus importants que d'autres. Par exemple, Giardia, Lamblia ou intestinalis, une variété, ce qu'on appelle un pathovar d'Escherichia coli responsable de diarrhée, qu'on appelle Escherichia coli entéroagrégatif, et puis un micro-organisme qui s'appelle une cryptosporidie, en fait Cryptosporidium parvum, qui, dans une étude récente qui est financée par la Gates Foundation, qui a été conduite par un consortium international, je suis dans le comité scientifique de cette étude, qui s'appelle GEMS, qui essaye de faire une remise à jour de l'épidémiologie des maladies diarrhéiques dans les régions les plus défavorisées, montre qu'en fait Cryptosporidium parvum est parmi les Big Five des responsables de maladies diarrhéiques, et ça a été vraiment réalisé d'un seul coup, l'importance de ce pathogène qui souvent d'ailleurs ne donne pas de diarrhée, donne simplement une malabsorption liée à une colonisation massive de la surface de l'épithélium intestinal par cette cryptosporidie.
Alors tout ça avait été très très bien montré très tôt, encore une fois, dans ces études que je mentionnais initialement par exemple Leonardo Mata au Guatemala et un certain nombre de médecins qui étaient issus de son école, qui montraient que sur une courbe de croissance standard d'un enfant, les enfants qui subissaient des épisodes itératifs de diarrhée, que vous voyez marqués ici, avaient très rapidement une cassure de leur courbe de croissance qui éventuellement redémarrait ultérieurement, mais avec beaucoup de difficultés, et rejoignait très rapidement des percentiles inférieurs qui les mettaient véritablement en état évident de dénutrition. Donc vous voyez cette cassure ici très nette qui est en train de se confirmer comme étant un des éléments importants de tout ce type de pathologie. Alors juste quand même quelques éléments chiffrés pour donner un petit peu de matérialité à tout ça. Le retard moyen de croissance chez les enfants ayant souffert de diarrhée récurrente ou chronique ou de parasitose intestinale sévère dans des études en Afrique subsaharienne montre à 7 ans un retard de croissance de 8 cm. Vous imaginez quand même l'impact que ça peut avoir sur ces enfants. Et finalement des anomalies qui peuvent se juger aussi sur non seulement le développement staturopondéral, mais aussi malheureusement sur le développement psychomoteur, avec des retards d'acquisition scolaire. On discute de la validité du QI, mais c'est un élément finalement relativement simple pour apprécier le développement psychologique d'un enfant avec des QI qui diminuent de 10 points dans certaines populations. Donc un vrai impact attendu sur la croissance et assez inattendu sur le développement psychomoteur et un cercle vicieux qui s'engage de ce fait. Donc ce cercle vicieux, diarrhée-malnutrition, c'est en train de devenir une vraie pathologie émergente, reconnue, qui nécessite véritablement de mieux la comprendre à la fois sur sa physiopathologie locale et sur ses conséquences. L'infection finalement entérique chronique récurrente donne des altérations intestinales, en particulier de l'inflammation. L'inflammation va causer une malabsorption, finalement une perte de nutriments, qui va causer ce retard staturopondéral, ces retards psychomoteurs, la malnutrition des nutriments et des médicaments, une diminution de l'efficacité des vaccins. Je vous en reparlerai la semaine prochaine. Il est clair que ce type de pathologie fait que les vaccins administrés par voie orale sont moins efficaces que lorsqu'ils sont administrés par voie parentérale. C'est le cas par exemple du vaccin rotavirus qui marche moins bien dans ces populations-là que dans les populations comme les populations des pays occidentaux qui ont des intestins qui ne sont pas altérés par ces infections. Altération des réponses immunitaires innées et adaptatives, aggravation de l'infection et le cycle s'enclenche avec ces conséquences dont je vous ai parlé. Et lorsque la situation n'est pas trop dramatique sur le plan staturopondéral, sur le plan du degré de malnutrition, ces enfants peuvent éventuellement diminuer mais récupérer progressivement. Par contre, on voit très clairement que s'ils sont passés en dessous d'un certain nombre de percentiles, ils ne récupèrent pas. C'est-à-dire ce que les Anglais ou les Anglo-Saxons appellent le catch-up growth, c'est-à-dire la récupération finalement de la situation ne se fait pas parce que la situation part de trop bas et l'intestin est beaucoup trop altéré. Et tout ça se mesure maintenant expérimentalement, y compris chez la souris. On travaille pas mal là-dessus, en particulier dans mon laboratoire. Ce qui a permis de faire émerger ces dernières années un concept qu'on appelle celui d'entéropathie chronique pédiatrique, tropicale ou environnementale, parce qu'à la limite, il n'y a pas besoin d'être sous les tropiques pour avoir ce type de pathologie. Il suffit d'avoir beaucoup d'infections intestinales récurrentes ou chroniques, qui se marque par ce qu'on appelle une atrophie villositaire, c'est-à-dire la longueur des villosités intestinales que vous voyez là-haut, temps normal, se raccourcit, et le raccourcissement de ces villosités veut dire raccourcissement de la surface d'interaction et de digestion, donc ça veut dire diminution de la capacité d'absorption des nutriments. Le deuxième élément, c'est un infiltrant inflammatoire de ce qu'on appelle la lamina propria. Cette espèce d'inflammation chronique va jouer son rôle dans les dysfonctionnements, possiblement avoir un rôle positif aussi en maintenant un degré d'immunité innée qui va permettre de résister à d'autres infections. On voit beaucoup de portage chronique de pathogènes chez ces enfants sans qu'il y ait nécessairement de manifestations aiguës.
Peut-être c'est comme ça qu'on était, c'est comme ça qu'étaient nos enfants il y a 2 siècles, en espèce d'équilibre instable, où d'un côté on gagnait par ces infections chroniques en termes de résistance, et puis d'un autre côté on perdait en termes de développement staturopondéral. Je n'irai pas jusqu'au problème de développement psychomoteur, mais vous savez bien qu'on a tous grandi depuis un siècle, et probablement cette reprise d'équilibre a quelque chose à y voir. Et puis une surcroissance bactérienne dans la lumière de l'intestin grêle, où les populations bactériennes sont habituellement à un degré, un niveau très faible. Là, on a des populations bactériennes très nombreuses et avec des micro-organismes qui sont parfois un petit peu agressifs. Donc tout ça est une nouvelle pathologie qui finalement est reconnue et tente à se développer dans ces régions-là du fait, encore une fois, de la diminution de mortalité et de la persistance de la morbidité. Il faut absolument qu'on comprenne ça, car ça a bien entendu un impact important, non seulement dans, encore une fois, le développement staturopondéral, psychomoteur, mais aussi dans la capacité de traiter ces enfants en cas de maladie, parce que ça altère l'absorption des médicaments, et encore une fois, ça peut altérer la prise des vaccins par voie orale. Donc on est en train de voir maintenant tout ce qui concerne finalement l'interface entre infection chronique, cellules souches, réparation épithéliale. Il y a des domaines qui sont d'ailleurs absolument fascinants sur le plan de la recherche fondamentale, mais on voudrait bien que ça aille un petit peu plus vite pour ce qui concerne la prise en cause des choses dans ces populations pédiatriques. Donc je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. J'espère pas trop dans le désordre et j'espère pas trop avec des chiffres qui vous ont un peu submergé. Je pensais quand même que c'était important de mettre les choses en place et quand même de faire réaliser. Je pense que si vous n'étiez pas là, si vous êtes là, vous en êtes convaincu, mais que les maladies infectieuses, parasitaires restent quelque chose qui est majeur en santé publique. Que leur prise en compte dépend bien entendu des moyens que les États concernés peuvent mobiliser, mais qu'elle dépend aussi beaucoup, encore une fois, de l'éclairage qu'on peut leur donner, de l'objectivité des éléments qu'on peut apporter par l'épidémiologie, par la santé publique pour en apprécier le poids, faire des équilibrages et des choix. Tout ça, c'est, disons, un challenge extrêmement moderne pour la santé publique qui était en train de se mettre en place, je dois avouer, de façon très efficace ces dernières années avec tout ce dont je vous ai parlé, ces partenariats publics-privés, mais qui risque d'être pas mal secoué par les effets négatifs de la crise économique et financière où clairement les États ont tendance à se replier un petit peu sur eux-mêmes pour traiter leurs propres problèmes et les ONG et autres organismes internationaux à moins bénéficier finalement des aides financières qui sont nécessaires. Donc comment on pourra sortir cette fois-ci de ce cercle vicieux de la crise et de son impact négatif sur la santé des populations, ça c'est quelque chose d'autre auquel sans doute Anne-Marie Moulin aura l'occasion de faire allusion. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous propose qu'on arrête quelques minutes le temps de changer, que je vous fasse la présentation d'Anne-Marie. Si vous avez quelques questions, on peut essayer de discuter maintenant ou je vous propose éventuellement de les garder pour la fin du séminaire de façon à faire, comme on fait souvent, une discussion un peu générale. Voilà, merci.